Dans cette vidéo, Manon, connue sous le pseudonyme Onboo sur les réseaux sociaux, partage son témoignage sur ses troubles du comportement alimentaire. Afin d'illustrer son parcours, certaines séquences montrent des extraits de ses crises alimentaires. Ces images peuvent être sensibles ou déclencheuses pour certaines personnes. Si vous pensez ne pas être à l'aise avec ce contenu, je vous invite à découvrir d'autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Je te remercie pour ta compréhension et je souhaite à tout le monde un bon visionnage. Je souffre, c'est dur, j'ai une alimentation très compliquée et c'est pas un jeu, les troubles du comportement alimentaire. Une fois, mon ex a voulu m'interdire de faire une crise. Je suis rentrée en transe. Enfin, franchement, j'étais plus moi-même. J'ai pleuré, j'étais au bout de ma vie, sincèrement. Et j'étais un monstre en fait, j'étais quelqu'un qui n'était pas moi-même. J'aurais aimé que ce soit l'occasion de dire écoute, voilà, je suis désolée d'avoir repris ta vidéo, je savais pas que c'était une pathologie et qu'il y avait un vrai message derrière. En fait, j'ai des connaissances en nutrition qui font que j'arrive à me maintenir en vie. C'est particulier ce que tu dis, Oui. pour me maintenir en vie. Oui. Mais est-ce que tu as envie de vivre ? Non. Je t'appelle Manon ou Onboo ? Au début, Onboo, et puis tu veux dire Manon. Onboo ? Onboo, ouais. Ah, parce que moi je dis Onboo. Ah non, c'est Onboo. Oh, j'étais à côté de la plaque. Bonjour Manon, comment tu vas ? Je vais bien, et toi, Sam ? Bah oui, ça va parfaitement bien. Bah Manon, justement, le public te connaît sous le pseudo Onboo. Tout à fait. Et c'était ma première question. Pourquoi ? Mais j'allais dire pourquoi Onboo, mais maintenant j'ai compris que c'était pourquoi Onboo. Oui. Alors, Onboo, c'est un personnage dans Naruto. Alors, pour ceux qui connaissent les mangas, ils sont très familiers à Naruto. Et en fait, c'est un petit personnage qui peut être à la fois très gentil et très méchant. Et je trouve que ça me caractérise, dans le sens où si on me fait pas de mal, je suis très gentille. Par contre, si on touche à des membres de ma famille ou qu'on m'atteint, je peux devenir méchante. Voilà. Manon, tu es créatrice de contenu, on peut dire ça aujourd'hui. Oui, mais pas que. Mais pas que, mais ça on va le voir aussi au travers de l'interview. Tu comptes des centaines de milliers d'abonnés, notamment sur la plateforme TikTok, et tu t'es fait connaître au travers de ta maladie parce que tu as un TCA, donc un trouble du comportement alimentaire. Il faut savoir que les TCA touchent plus d'1 million de personnes en France. C'est quand même un chiffre conséquent qu'il faut prendre en compte. On a cette idée de ce qu'est un trouble du comportement alimentaire sans véritablement savoir ce que c'est. Aujourd'hui, avec cette interview qu'on fait ensemble en toute intimité, on va venir à ta rencontre et puis j'espère que tu vas aussi pouvoir nous expliquer exactement ce que c'est le TCA et pourquoi beaucoup de critiques aussi, parce qu'il y en a plein qui disent mais c'est pas normal, les contenus qu'elle poste Onboo sur les réseaux sociaux, elle fait l'apologie de la boulimie, de l'anorexie, du fait de se faire vomir, elle fait ça pour les vues, donc pour l'argent, et d'autres qui disent non, au contraire, ça détabouise le sujet et ça permet de montrer la réalité d'une personne qui souffre de ce type de trouble. Est-ce que j'ai bien résumé ? Très très bien résumé. Je rencontre beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les TCA. Pourtant, 1 million de personnes, c'est pas rien. Et encore, c'est les personnes qui sont diagnostiquées, parce qu'il y a énormément de personnes qui sont dans le déni d'être dans des troubles du comportement alimentaire sans le savoir. Donc je pense que cette interview va être d'utilité publique par rapport à la sensibilisation que je peux faire à travers les troubles du comportement alimentaire. Et mon contenu sur les réseaux sociaux participe à cette sensibilisation, en tout cas je l'espère, et surtout d'en parler, de détabouetiser ça. Parce que j'ai énormément de retours de personnes qui me disent « grâce à toi, je me suis fait hospitaliser, grâce à toi, j'ai pu voir autour de moi qu'il y avait une personne qui était atteinte de troubles du comportement alimentaire, etc. » Donc voilà. Comment on peut ne pas savoir qu'on est atteint de troubles du comportement alimentaire ? On peut vivre avec sans que ça impacte notre santé. La santé, c'est un bien-être physique, psychologique et social, donc ça peut ne pas impacter ça. Par contre, ça reste une pathologie qui peut être sous-jacente parce qu'on peut avoir des pensées restrictives et des pensées notamment de relations conflictuelles avec son corps, que j'appelle la dysmorphophobie. Je ne sais pas si les gens connaissent, mais c'est qu'on a une perception qui est erronée de son corps et qu'on le déteste, tout simplement.
Et donc il y a ces pensées-là sur le corps, ces pensées-là sur l'alimentation et la restriction. Et on peut quand même vivre avec, donc on peut être dans un déni et quand même souffrir d'anorexie mentale notamment, ou de boulimie ou d'hyperphagie. On va regarder plusieurs extraits de tes vidéos qui comptabilisent des millions et des millions et des millions de vues sur les réseaux sociaux. On va commencer par cette vidéo. C'est un haul de tes courses alimentaires, mais de tes courses alimentaires, non pas pour 3 mois, non pas pour 3 semaines, comme peut-être vous allez le penser, mais pour 3 jours. Regardez. Retour de course pour 3 jours, donc j'ai pris 6 paquets de frites, 6 paquets de chips, 12 pains de beurre, 4 boîtes d'épinards, 20 boîtes de cookies, 8 boîtes de jambon en dés, 3 boîtes de couscous, 10 boîtes d'œufs, 3 bouteilles d'huile et 2 packs de lait. J'ai acheté 74 produits pour la somme de 165,32 €. Et donc ça, ce sont des courses pour 3 jours. Je voulais savoir si en fait tu prévoyais, par exemple, à l'avance, une crise de boulimie. Est-ce que maintenant que tu connais ta maladie, c'est quelque chose que tu peux prévoir et tu te dis, tiens, samedi prochain, je me fais une boulimie pendant 3 jours? Je vais te répondre et je vais même corriger quelque chose, c'est que je disais que ça tenait 3 jours. En réalité, ça tenait 2 jours. Voilà. C'est vraiment un trouble très sévère qui m'a touchée. Et oui, on les programme. Quand on est dans un trouble très sévère comme le mien, on sait que c'est ritualisé, on sait qu'on en fait tant par jour, à telle heure, et on essaie de ne pas en faire plus. C'est déjà un progrès et un effort. Mais oui, elles sont programmées et donc nos courses, eh ben, elles ressemblent à ça en fait. C'est pas des courses en fait, c'est déjà un moment très angoissant pour moi de faire les courses. Et c'est pas je vais diversifier, manger un peu de tout et puis voilà. Je me restreins tellement dans mon alimentation, dans l'anorexie mentale avec ce que j'arrive à garder, donc ne pas vomir, que à côté de ça, je vais craquer sur des quantités astronomiques de nourriture et très grasse, très sucrée et très salée. Et j'arrive pas à faire les courses de me dire je vais prendre juste un paquet de gâteaux, un paquet de pâtes, un pain de beurre. Non, il faut absolument que j'achète en grosse quantité les aliments que j'arrive à garder et en grosse quantité les aliments que je vais pas garder. Je comprends. On va poursuivre avec une seconde vidéo. C'est une compilation de tes recettes. Alors ça fait énormément réagir les réseaux sociaux de par la quantité de matière grasse que tu apportes. Tu vois, c'est pas du tout jugeant de ma part, mais j'ai ce petit... quand je te vois manger le beurre comme ça, avec le Nutella, j'ai ce petit truc de me dire, mais quelle est la satisfaction que ça te procure au moment où tu le fais? Alors, en fait, c'est tellement difficile à expliquer, mais je vais essayer. En fait, on est tellement dénutri qu'on se tourne vers des aliments qu'on s'interdit et qui sont très gras et très sucrés. Et il n'y a pas plus gras et sucré que ce que je peux manger actuellement, c'est-à-dire du beurre cru ou de l'huile crue. Alors l'huile, c'est parce que c'est moins cher que le beurre, mais j'ai une addiction pour le beurre. Cru. En fait, dans la psychanalyse que j'ai réalisée, le beurre, c'est aussi lié au lait, qui est aussi lié à la mère. Je ne peux pas, dans une crise de boulimie, ne pas manger soit quelque chose de lacté, de la crème, du lait ou du beurre. Sinon, ma crise est très triste. Alors que normalement, c'est censé me remettre mieux, parce que je suis actuellement en dépression aussi. Et c'est des moments qui me mettent dans une bulle, en fait, où j'oublie tout et j'agis mécaniquement en me remplissant. Lacté parce que maman, maternité, lien mère-fille?
Oui, il y a un côté là-dedans et puis il y a un côté familial. Enfin, on tombe dans les troubles du comportement alimentaire par des traumatismes aussi liés à l'enfance. Moi, personnellement, j'ai perdu mon papa quand j'avais 7 ans et ça m'a impactée parce que je voulais rester un enfant et je pense que j'ai voulu garder ce corps d'enfant. Et aussi pour être acceptée, c'est un mélange de tout, mais pour être acceptée dans la société, il y avait ce culte de la maigreur aussi. Et donc moi, pour être acceptée auprès des autres, j'ai toujours fait attention à mon poids, à mon corps. Donc c'est pour ça que je pense que l'anorexie mentale, je l'ai depuis très longtemps en fait. Oui, depuis l'âge de 7 ans. Oui. C'est ce que tu disais sur tes réseaux sociaux C'est depuis le décès de ton papa. Oui. Mais tu ne savais pas que c'était de Non. l'anorexie mentale. Non. Et pourtant, ma mère ne le savait pas et va peut-être le découvrir au travers de cette interview, mais à la cantine, je prenais pas mon plateau en entier, par exemple. Je faisais exprès et je disais à ma mère en rentrant oui, oui, j'ai bien mangé, c'était bon. À midi, c'était des lasagnes, alors que moi, j'avais mangé un quart du plateau et encore. Je faisais exprès d'éviter des repas, je faisais exprès d'éviter certains aliments. À la maison aussi, on ne se voyait pas se servir. On grignotait un peu, on se servait chacun et puis on mangeait dans son assiette. Et ben moi, je me servais très peu de quantité et après, j'allais faire des abdos. Enfin voilà, j'avais déjà des mécanismes un petit peu inquiétants et je m'en inquiétais pas plus que ça et c'était pas visible par ma famille. Dans les commentaires de cette vidéo où tu manges du beurre cru, où tu manges beaucoup de crème, où il y a beaucoup d'huile, on peut lire « J'ai jamais compris pourquoi autant d'huile si tu n'arrives à rien avaler ». Il y a quelqu'un d'autre qui répond « C'est pour se faire vomir, ça ressort plus facilement ». Ou encore, on peut lire « Son but, c'est de s'écœurer ». Est-ce que l'un de ces trois commentateurs des réseaux a raison? Oui, c'est pour m'écœurer. Parce que pour faciliter de vomir, c'est faux. Je donne pas de tuto. On peut vomir avec tout. Enfin, il n'y a pas de facilitation ou quoi. C'est pas un tuto. C'est vraiment pour m'écœurer parce que sinon, si c'est pas assez gras, j'arrive pas à me dire « Ah là, je suis à satiété ». Mon cerveau n'arrive pas à se dire « Il faut arrêter de manger ». Sinon, je passe des heures et des heures à manger. J'ai déjà essayé de ne pas manger de beurre ni d'huile, mais je passe des heures entières, ça peut être 3 heures d'affilée à manger, vomir à la suite. Jusqu'à ce que mon estomac explose et que je le vide et que je le remplisse, etc. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de te voir manger comme ça, à outrance, autant de quantité grasse? Rien. J'ai l'habitude. Je sais. Je n'ai pas honte. J'assume. Et ça ne me fait rien. Ni du bien, ni du mal. C'est ma vie. Je suis ainsi. Ça me caractérise. Ça ne me définit pas. Mais c'est vrai que ça me caractérise à cet instant T. Pourquoi le filmer? Je l'ai toujours filmé. Alors en fait, pourquoi déjà je me suis mise sur les réseaux sociaux? Je pense que ça vient d'ici, c'est que je voulais trouver un réseau où personne ne me connaissait, surtout pas mes amis ou ma famille, et je me suis dit je vais poster un peu de tout de ma vie, faire des mots fléchés, manger, marcher, m'habiller, faire de la beauté, voilà. Je me suis dit je vais filmer mon quotidien et manger, notamment du beurre avec du chocolat, c'est ma 3e vidéo. Ça a été une évidence pour moi de partager mon quotidien et ça en faisait partie. Donc j'ai jamais eu du mal à filmer mon quotidien parce qu'en fait j'ai jamais voulu faire du contenu travaillé où j'ai une niche, où je me dis c'est pour les enfants ou c'est pour machin. Non, c'est juste mon quotidien brut tel quel avec des instants T de ma vie. On va regarder un autre extrait vidéo. Pour le coup, c'est une vidéo qui a créé un raz-de-marée sur les réseaux sociaux parce qu'elle comptabilise plus de 27 millions de vues. Regarde. Voilà, donc ce sont des frites qui sont déjà cuites dans l'huile et sur lesquelles tu vides
1 litre d'huile. Et je mange du beurre à côté aussi. J'ai vu. Et Thibaut InShape a repris cette vidéo. J'ai vu aussi, j'allais t'en parler. Il était écœuré. Oui. Il a fait un TikTok qui était... voilà. Je sais pas. Je sais pas sa volonté, mais... Qu'est-ce qu'il disait? Il a vu qu'il fait du contenu international, il a réagi un peu en étant étonné, et c'est tout. Voilà. Après, il a laissé les commentaires faire, sauf que dans les commentaires, il y avait 2 teams. La team qui disait « on se moque pas des TCA » et la team de « elle l'a bien cherché, il fallait pas qu'elle poste aussi ». Et t'as tout regardé? Oui. Tu l'aimes bien en plus, Thibaut InShape? Oui. Oui, j'aime bien. Et ça t'a fait quoi de le voir réagir justement à une de tes vidéos? J'aurais aimé que ce soit l'occasion de m'inviter pour en parler, comme tu le fais là actuellement, pour me donner la parole sur et mettre en lumière cette pathologie. J'aurais aimé que ce soit l'occasion de dire « écoute, voilà, je suis désolée d'avoir repris ta vidéo, je ne savais pas que c'était une pathologie et qu'il y avait un vrai message derrière. » C'est quoi ce message derrière? Le message, c'est que je souffre, c'est dur, j'ai une alimentation très compliquée et c'est pas un jeu, les troubles du comportement alimentaire, c'est pas une mise en scène, c'est mon quotidien, c'est ça tous les jours et encore, c'est 1 minute de mon quotidien. Moi, ça dure des heures, des journées, des jours. Je passe mon temps dans ma cuisine et dans mes toilettes. Pendant combien de temps sur une semaine tu te restreins, alimentairement parlant? Tous les jours. Tous les jours, et je fais des crises tous les jours. Tous les jours, t'as des crises de nourriture? Oui. Qu'on appelle comment? Des crises de boulimie. Des crises de boulimie, voilà, pardon. Oui, c'est ça. Donc tous les jours, tu te restreins et tous les jours, il y a au moins une crise? Oui, il y en a plusieurs même, il y en a 3. Donc ça veut dire que tu as chez toi le stock nécessaire et les aliments nécessaires pour pouvoir subvenir à cette crise? C'est ça. Parce qu'en fait, une fois, mon ex a voulu m'interdire de faire une crise. Je suis rentrée en transe. Enfin, franchement, j'étais plus moi-même. J'ai pleuré. J'étais au bout de ma vie, sincèrement. Et j'étais un monstre, en fait. J'étais quelqu'un qui n'était pas moi-même, qu'il fallait... Enfin, il fallait que je mange expressément. Et le fait d'enlever la nourriture à quelqu'un, c'est pas la solution. Et donc maintenant, pour prévenir ça, j'ai des stocks énormes. Et en fait, c'est lié aussi au changement d'habitude alimentaire qu'on a eu pendant le Covid, où on a culpabilisé les gens à aller au supermarché régulièrement et on a plutôt incité les gens à faire des pleins de courses des conserves, une fois, oui. Voilà, des conserves et tout. Et donc moi, j'ai gardé ce mode de vie et je l'ai mélangé à la boulimie. Enfin, du coup, j'ai tendance à acheter en grosse quantité, même quand j'y vais régulièrement, j'arrive pas à acheter un truc. Il faut que ça soit au moins en double ou en quadruple, ou voilà. Par nombre pair aussi, parce qu'en nombre impair, j'aime pas trop. Moi, j'ai des tocs un peu. Et tu vas combien de fois aux toilettes par jour pour te faire vomir? Plus de 3 fois. 3, 4, 5 fois. En ayant conscience qu'il y a des conséquences? Tout à fait, je peux les dire. Les conséquences, c'est des inflammations de l'œsophage, des plaies au niveau de la bouche, une perte de dents, perte de cheveux, anévrisme, ulcère à l'estomac, rupture de l'estomac, hémorragie. Tu les as toutes connues, ces conséquences? Non, mais je les connais. Mais j'ai déjà eu une conséquence, c'est que je suis déjà allée aux urgences pour urgence vitale au niveau du cœur, parce que j'avais un potassium qui était en dessous de 3. Et normalement, il faut être au-dessus de 3,5. Ton contenu, il fait beaucoup réagir, tu le sais. Je vais te montrer une vidéo d'une internaute, d'une utilisatrice des réseaux, qui pense que c'est dérangeant de montrer ce que tu montres. Comme ça t'offrira l'opportunité de répondre. Oui. Elle a pas honte en train de se filer à manger comme ça en pleine crise et tout. Ces vidéos me dérangent fortement et ça fait un petit moment que j'ai envie de parler là, donc il faut que je déballe mon sac. Elle fait des vidéos de elle en train de faire des crises de boulimie, après elle va vomir. Moi-même ayant été boulimique, anorexique, ça me trigger, ça me dérange de voir ces vidéos. Je comprends pas quel est l'objectif, peut-être chercher l'approbation des gens, chercher du soutien, de la pitié. Surtout qu'elle sait très bien qu'en postant ça, ça va trigger les personnes atteintes de TCA, ça va leur donner envie de taper des crises. Ça n'aide personne. Si tu veux faire connaître la maladie, il y a des bien meilleures façons de faire connaître sans faire des vidéos comme ça. Je trouve ça trop brut, je trouve ça trop violent. Je vais la bloquer parce que à chaque fois que je la vois dans mes pour toi, ça me met mal. Ça la met mal. Tu la mets mal au point de vouloir te bloquer pour ne plus que tu apparaisses dans C'est pour toi.
T'entends, tu comprends, tu te dis Oui. quoi quand t'entends ça? J'ai envie de dire qu'elle m'a mise très mal aussi parce que, à cause d'elle, j'ai eu une vague de harcèlement et depuis, je n'arrive pas à m'en défaire. Je suis cyberharcelée depuis cette vidéo-là, depuis cette prise de parole-là. J'ai eu énormément de commentaires très négatifs et c'est pas humain de recevoir autant de négativité. Après, j'entends ce qu'elle dit, j'entends qu'elle ne veut pas voir ça et je comprends parce que c'est voir la souffrance des gens, c'est voir quelqu'un manger. Après, moi, je suis quelqu'un qui regarde beaucoup de contenu food, nourriture, mukbang notamment, coréen, de grosses quantités de nourriture. Et j'aime ça, ça me détend. Alors, je peux comprendre qu'on n'aime pas, mais je peux comprendre qu'on puisse aimer aussi. Et je suis sincèrement désolée à toutes les personnes que j'ai bousculées, trigger. C'est pas mon intention. Pas du tout. Et je suis triste de ça. En même temps, ça a tellement, quand même, je trouve, fait avancer le fait de connaître cette pathologie-là, parce que les gens connaissent maintenant qu'on peut se restreindre ou alors faire des crises et compenser par la suite. Alors moi, ma compensation, c'est le vomissement, mais il n'y a pas que ça. Il y a également le sport, le jeûne, les laxatifs, et ça, on n'en parle pas. Il y a énormément de personnes qui sont atteintes de boulimie en pensant être en bonne santé, parce qu'ils font beaucoup de sport, mais en même temps, ils font des grosses crises de boulimie, et je suis sûre qu'ils sont enfermés là-dedans, et c'est bien d'en parler, et moi je trouve que c'est pas tabou de parler de ces pathologies et de les montrer. Ça me dérange pas de voir quelqu'un qui est en dépression, ça me dérange pas de voir quelqu'un qui est atteint d'arthrose ou de cancer, et ça me dérange pas de voir quelqu'un qui est atteint de troubles du comportement alimentaire. Pourquoi cette discrimination ? Pourquoi on devrait se taire? Pourquoi on devrait ne pas montrer notre quotidien et notre réalité? Voilà. Certains te diront, désolé, je me fais volontairement l'avocat du diable et de nombreuses ou certaines personnes sur les réseaux sociaux, mais que ça ferait une sorte d'apologie de l'anorexie ou de la boulimie, que ça pourrait donner des idées à des gens. J'ai vu aussi d'autres dans les commentaires dire en fait c'est un véritable sabotage parce qu'elle autofinance ses dérives alimentaires parce que ça lui rapporte de l'argent aussi sur TikTok, ce avec quoi elle fait les courses, qui lui permet de faire ses vidéos. On lit tout en fait. Oui, on lit tout et je peux rétablir des vérités. Il y a plein de points hyper intéressants que tu viens de soulever. Ça fait pas l'apologie parce que qui se dit « moi aussi, je vais manger du beurre avec des frites et de l'huile. » Qui se dit ça je vais manger ça personne, en fait. Ou alors, si tu fais ça, tu veux goûter, ça va t'écœurer et ça va s'arrêter là. Tu vas pas tomber dans la boulimie parce que tu as regardé une vidéo. C'est comme si regarder une pub de Kellogg's te disait « Ah ouais, mais on voit tout le lait enrobé, des céréales, de chocolat et tout, et ça me trigger. Je vais ainsi manger des grosses quantités de Kellogg's et m'en écurer. » Enfin, je sais pas, je comprends pas comment, avec une vidéo, on peut tomber dans les troubles du comportement alimentaire et en faire l'apologie, en fait. Et est-ce que tu as conscience aussi, est-ce que tu crées ce contenu avec la conscience que beaucoup te regardent, avec ce voyeurisme de voir quelqu'un manger avec autant de détermination tout ce que lui ne consomme pas dans ces quantités-là? Oui, j'ai conscience, mais ça me dérange pas. On regarde tous du contenu pour une raison. Des fois, c'est pour essayer d'encourager la personne et la soutenir, dire « je suis là, je vois ta souffrance, je suis là ». Il y en a d'autres, c'est pour apaiser leur manque de nourriture aussi. Il y en a, c'est pour... et ainsi de suite. Donc oui, j'en ai conscience, mais pas plus que ça. Je me dis, voilà, quand on poste un contenu, de toute façon, ça ne nous appartient plus. C'est plus à nous, c'est posté et voilà. Concernant la nourriture, tu as dit « j'ai très peur de la nourriture, j'ai une relation malsaine avec la nourriture, j'utilise l'alimentation comme moyen de me nourrir et pas comme plaisir ». Et c'est triste, parce qu'en fait, l'alimentation, on entend beaucoup les go muscu dire voilà, no pain, no gain, on ne prend pas de plaisir, on mange pour se nourrir, etc. Et en fait, non. L'alimentation, c'est du plaisir. L'alimentation, il y a une dimension psychologique. C'est très important de ne pas enlever
ce plaisir-là. Et moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'utilise la nourriture comme protéines, lipides, glucides. Il me faut tant de protéines pour pas mourir. Il me faut tant de lipides. Je sais que je peux en enlever. Il me faut tant de glucides, mais pas trop, parce que je sais que c'est pour mon cerveau, mais en même temps, je sais que je peux stocker ça sous forme de glycogène, donc du coup, ça peut m'appeler de l'eau et donc faire des œdèmes et donc machin. Enfin voilà, moi, j'ai des connaissances en nutrition qui font que j'arrive à me maintenir en vie et que c'est pas un plaisir, c'est vraiment une fonction de me nourrir et de nourrir mon corps avec les macronutriments nécessaires et vitamines et minéraux. C'est particulier ce que tu dis. Oui. Pour me maintenir en vie. Oui. Mais est-ce que tu as envie de vivre? Non. Ah, je m'attendais pas à cette réponse. Ouais. T'as pas envie de vivre? Non. Pourquoi? J'ai toujours pensé que la vie était très difficile depuis la mort de mon père et j'aimerais le rejoindre. Depuis que tu as 7 ans? Oui. Je ne comprends pas la vie. Je trouve ça difficile, je trouve ça fatigant, je trouve qu'on joue un rôle, je trouve qu'on se donne des tâches à faire alors que notre vie est vide et n'a pas de sens. Et on essaie de se donner des sens, on essaie de remplir sa vie, on essaie de se donner des responsabilités, etc. Mais c'est très difficile, ça demande beaucoup d'énergie. Et quand on est en dépression, je pense que ma dépression date d'il y a bien longtemps aussi, du coup, par le coup, en parlant avec toi, ça donne pas envie, quoi. Et donc non, j'ai des pensées noires, je n'ai pas envie de vivre. T'es entourée? Oui. T'as des proches qui t'aiment? Oui. Il y a ta maman? Il y a ma maman. Ok. Pas que j'imagine? Oui. T'as des frères et des sœurs? J'ai une sœur. Ok. T'as des amis? J'ai pas beaucoup d'amis. Mais c'est pas grave, c'est pas la quantité qui compte. Mais j'en ai pas beaucoup. Je ne sais pas si je peux dire qu'actuellement j'ai des amis parce qu'en fait, je veux tellement protéger mes amis, parce que je sais, j'ai des amis qui sont là sans être là, que j'ai depuis la maternelle. Je les protège de cette période-là. Depuis bon nombre d'années que je suis atteinte, depuis 4-5 ans. Et je m'isole parce que j'ai du mal à être fausse et jouer un rôle, alors qu'au fond de moi, ça ne va pas du tout. Avec ma famille, j'arrive à montrer que je ne suis pas bien. Ils connaissent mes troubles alimentaires, ils connaissent tout ça. Ils sont très soutenants, ils me disent tous les jours qu'ils sont fiers de moi. Et avec mes amis, j'ai du mal à aller les voir. Et donc, actuellement, je ne suis pas très entourée au niveau amical. Après, je suis entourée par des professionnels de santé aussi. C'est important. Psychiatre. C'est très important. Ils savent, tes proches, que tu n'aimes pas la vie? Oui. Que tu aimerais ne pas vivre? Ils le savent? Oui. Ça doit leur faire mal? Oui. Ça fait mal, ça, quand on aime quelqu'un? Oui. Mais je ne ferai jamais l'acte de mettre fin à ma vie. Je leur promets. Voilà. Parce que je ne peux pas, tout simplement. Mais ça fait mal quand même de l'entendre. Je me mets à la place d'une maman, que je ne suis pas. Mais d'entendre sa fille dire ça, c'est dur. Oui, c'est très dur. Je suis sûre qu'elle pleure. Je suis sûre qu'elle est très mal et qu'elle se dit « qu'est-ce que j'ai mal fait ?» Mais en fait, c'est pas sa faute. Elle a tout fait pour m'aimer, pour faire au mieux. Mais voilà, c'est une période que je vis qui est très difficile. C'est peut-être la période la plus difficile de toute ma vie que j'ai jamais vécue. Mais je vais m'en sortir. Et je vais aimer la vie comme je l'ai déjà aimée. Il y a des petits moments où j'ai aimé la vie, notamment quand j'étais partie pour un Erasmus en Belgique, à Bruxelles. Là, j'ai aimé la vie. J'étais pourtant toute seule. Moi qui suis vraiment dépendante affective et qui a du mal avec la solitude. J'étais dans un autre pays, j'avais un stage et j'étais heureuse. Heureuse de faire ma machine à laver, heureuse de faire mes courses, heureuse de voir de nouvelles personnes. Et je vais retrouver ça. Ça prendra le temps. Tu t'es renseignée sur les chances de guérir de cette anorexie, de ces troubles du comportement alimentaire? Je t'avoue, j'ai aucune idée. Mais je le sens au fond de moi que je vais m'en sortir. Et je pense que ça sera au moment où j'aurai trouvé quelqu'un, que je voudrais des enfants, que je voudrais construire ou avoir une maison, enfin voilà, avoir des projets en tout cas. Donc sous une certaine forme de condition. Voilà. Je pense que ça sera pour quelqu'un. Je n'y arriverai pas pour moi-même en toute seule.
je crois que j'y arriverai pas parce que je me mais- sens terriblement mal. C'est honnête de ta part de le dire, mais la dangerosité là-dedans, c'est que si la personne te fait du mal, si la personne te trahit, ça peut être pire. Oui, c'est vrai. Et je peux rechuter même. Pire même. Et pire même. Comment faire pour te guérir toi-même? Je sais pas, ça. Je sais pas non plus. Mais c'est Aide-moi. pas grave de pas toujours savoir. Mais oui, mais honnêtement, je ne sais pas. Par exemple, hier, j'ai réussi à faire qu'une seule crise au lieu de 3, donc je suis contente. Et pourtant, quand je suis rentrée chez moi, j'avais pas envie de faire une crise. J'avais envie de manger, être comme tout le monde et dormir tôt. Et non, il y a cette frustration-là et ce côté t'en fais qu'une quand même et j'arrive pas. J'arrive pas à m'en détacher. Et quand j'étais hospitalisée, par contre, j'ai réussi. Oui, tu as été hospitalisée Sous 2 fois, c'est ça? 2 fois. Une première fois pendant 3 semaines. J'ai tellement mal vécu parce que j'arrivais à rien manger à la cantine et du coup je maigrissais et donc c'était pas du tout l'objectif. Je me suis dit je reste pour les mauvaises raisons et je suis affamée, je sors, c'est pas le moment. Et j'y suis retournée une seconde fois pendant 3 mois où c'était beaucoup plus bénéfique, où j'ai pu avoir une petite lueur d'espoir parce que quand je suis sortie, j'ai réussi à maintenir une alimentation suffisante, mais qui était quand même contrôlée et restrictive, ce qui a fait que j'ai rechuté. Mais j'ai vu qu'en étant sous contrainte, c'est possible. Donc quand on contrôle et quand on restreint, on a des chances plus fortes de chuter? Tout à fait. Oui, parce que quand on contrôle et qu'on restreint, on se frustre. On se frustre, on recherche du plaisir quelque part. Ailleurs. Ailleurs. On est tous humains, on a tous notre plaisir quelque part. Toi, ton plaisir, ça peut être dans le sport, dans l'alimentation aussi, dans les relations sociales. Moi, j'ai que la nourriture. Et maintenant, j'essaie de diversifier. Maintenant, je vais au sport, j'ai mon boulot, donc j'ai ma vie sociale avec mes collègues, qui sont très gentils d'ailleurs, et très compréhensifs par rapport à mon trouble alimentaire. J'ai un petit cercle d'amis, potes, à qui je parle, et j'ai ma famille. Donc c'est en fait, si je comprends, c'est que ce serait quand il y a un manque quelque part ou quand il y a un déséquilibre quelque part dans une vie. Tout à fait, et je pense que ce déséquilibre est lié à plein de choses. Mon père, aussi quand ma sœur est partie du foyer familial, parce que je suis très fusionnelle avec ma sœur et ça m'a fait énormément mal. Je le vis encore actuellement mal de ne pas être aux côtés de ma sœur tous les jours. C'était mon pilier dans ma vie. J'en parle très peu sur les réseaux sociaux de ma sœur, mais elle a une importance très très importante. Et... c'est quoi ce bruit? Alors ne t'inquiète pas, c'est rien. Certains disent que c'est de l'eau dans les canalisations, d'autres disent que c'est un rat qui marche dans les canalisations. Ok, parce que ça m'a perturbée. Mais c'est un manque qu'on essaie de combler quelque part. Et moi, c'est la nourriture que j'ai trouvée pour combler ce manque. Et en fait, je suis tombée dedans parce que une fois, j'ai mangé un chocolat de Pâques de ma grand-mère et je me suis dit non, je culpabilise. Donc j'ai voulu le rejeter. Et après, je me souvenais plus de quand j'avais pas rejeté de la nourriture tous les jours. Et après, je faisais des courses exprès pour. Au début, je vidais juste mes placards et après, je faisais vraiment des courses comme ça. Après, il y a des degrés dans le trouble alimentaire. J'ai sombré en fait. Ouf. Oui, parce qu'il y en a peut-être potentiellement. Je vais te prendre mon exemple à moi, vu qu'on parle librement de tout ça. Moi, je contrôle mon alimentation depuis maintenant. Si tu me poses la question, je te dirais, j'ai l'impression que j'étais au régime depuis que je suis gosse. Depuis que j'ai 12 ou 13 ans. Donc ça fait partie de mon quotidien, se restreindre, mesurer. Tu vas se dire, allez voir, ah merde, j'ai mangé un cookie, attends, je vais aller voir sur Internet, le cookie Kinder, il y a combien de calories? Oh putain, merde, quelle connerie j'ai fait. Tu vois, mais en même temps, si on ne se restreint pas, on grossit. Non. C'est la quantité qui fait le poison. On peut maigrir avec un McDo et grossir avec des fruits et légumes. Alors c'est très dur de grossir avec des fruits et légumes, il faut en manger beaucoup, mais c'est tout à fait possible. Moi j'ai déjà vu des personnes très très fines, très grandes aussi, qui mangeaient que des frites ou du McDo, mais en tellement petite quantité, c'est des moineaux, qu'ils étaient tout maigres. Et pourtant, ils ne se restreignaient pas. Et en fait, quand on prend un M&M's, on en prend 2-3, mais 3, c'est rien.
Mais par contre, en principe, on en prend un peu plus. Oui. Et puis on mange à côté, et Oui. puis etc. Et puis une poignée appelle une autre poignée. Une autre poignée, exactement. Et oui. Mais en fait, on ne devrait pas être dans le contrôle de son alimentation. Moi, je suis pour l'alimentation flexible. On peut manger de tout en quantité raisonnable, tant qu'on écoute son corps et sa satiété. Pardon. Et avant, par exemple, moi, je mangeais du thon mayo avec des chips. Voilà, notre famille, on a vraiment une référence au niveau de notre alimentation, c'est thon mayo chips. Eh bien, le thon, c'est gras, la mayo, c'est gras, et les chips, c'est gras. Mais c'est pas grave, j'en mangeais pas énormément. Juste, je voulais ça, mais j'en mangeais peut-être 2-3 bouchées, et ça m'avait, ça m'avait satisfait. Pourquoi t'aimes pas ton corps? Depuis quand t'aimes pas ton corps? T'as dit que tu le détestais, ton corps. Depuis toujours. J'ai eu conscience de mon corps à la puberté. En fait, j'étais un garçon manqué quand j'étais petite, et j'ai jamais voulu être une femme. Et d'ailleurs, si j'avais eu l'opportunité d'être un homme à ce moment-là et que je connaissais la transidentité, j'aurais peut-être changé de genre. Pour quelle raison? Parce que je voulais être un petit garçon. J'aimais que les trucs de petits garçons, j'étais que avec des garçons. Je voulais faire du foot, je m'habillais en basket, survêtement. Je traînais qu'avec des gars. J'idolâtrais mon père. Je comprends. Tu vois? Enfin, je comprends. Je peux te poser des Mais questions. actuellement, heureusement que j'ai pas changé, parce qu'en fait, je suis vraiment bien en étant femme. Maintenant, je suis féminine, j'aime la féminité, je me sens femme, donc je suis contente de jamais avoir changé, en fait, hein, heureusement. Donc, mais c'est vrai que j'ai jamais, pour répondre à ta question de base par rapport à mon corps, j'ai jamais accepté, j'ai pris conscience de ce corps à partir de la puberté où j'ai commencé à voir ma poitrine se développer. Je me suis dit, ah non, je veux la couper. Je veux pas ça, moi. Je veux que ça soit comme un homme avec des pectoraux tout plats. Et donc, à ce moment-là, je commençais à ne pas aimer mon corps et à être complexée. J'achetais des brassières qui me compressaient, qui étaient vraiment pas à ma taille. Et ma mère, elle me disait, mais je t'achète ça, mais ma pauvre fille, quoi. Enfin, tu dois avoir mal. Et effectivement, toute la journée, j'étais avec quelque chose qui me compressait pour être le plus plate possible. Tu voulais pas grandir, c'est ce que tu disais en intro. C'est ça? Peut-être que ça vient de là, tu voulais pas devenir une femme. Oui. Tu voulais rester une enfant. Quand j'ai eu mes règles, j'ai pleuré. Je me suis dit, non, je suis une femme. J'étais avec ma grand-mère, on était en vacances d'été, et elle me dit, t'es une femme. Et moi, je pleure, je lui dis, mais non, je suis une fille, je suis un enfant. Et même quand mon père est parti, eh ben, j'ai régressé. À 7 ans, on ne dit plus gaga, des trucs comme ça. Ben, moi, je disais gaga, je voulais des couches, je voulais des... Enfin, voilà, j'ai voulu être un enfant, effectivement. Et au niveau des relations amoureuses, comment ça s'est passé? Alors, au niveau des relations amoureuses, la dernière en date, c'est avec mon ex, du coup, qui a duré 4 ans et demi. Monsieur Chat? Monsieur Chat. Enfin, c'est comme ça que tu l'appelles sur tes réseaux. C'est ça. On me pose tous les jours la question de toute façon, parce que je l'ai affiché, je l'ai montré, et donc c'est le jeu. Et j'étais très heureuse avec lui, mais c'est vrai qu'on ne s'aimait plus et on a décidé d'un commun accord de se séparer. Et les troubles alimentaires sont une des raisons pour lesquelles on s'est séparés. Et aussi mon manque de joie de vivre. C'est toi qui l'as quitté? C'est nous deux. C'est moi qui suis partie, c'est vrai. C'est moi qui ai déménagé. Mais il était d'accord. Parce que toi, tu dis, je détruis tout concernant cette relation. Tu as dit, je sais pas si je regrette mon choix. Tout à fait. Donc, sous-entendu, c'est toi qui as pris la décision d'arrêter. Alors, en fait, oui. Mais il a fini par être d'accord. Mais c'est vrai qu'au début, c'était mon choix. Et il voulait pas, il voulait récupérer la relation, il voulait se battre pour... Donc, on a essayé. Mais au final, j'ai dit non, ça marchera pas, je me vois pas avec toi. Et donc, je l'ai quitté. Et après, il a accepté. Mais du coup, je me suis dit, quand je l'ai quitté, j'ai quand même la responsabilité de cette séparation, parce que sinon, il ne m'aurait jamais quitté, je pense. Je pense qu'on serait restés ensemble si j'avais pas secoué la sonnette d'alarme. Et donc, du coup, oui, j'ai eu des moments de remise en question que j'ai filmés sur les réseaux sociaux. Comme toute rupture, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais avec quelqu'un qui acceptait mon trouble, qui m'aimait, et moi, j'ai tout détruit. Je me retrouve toute seule dans mon trouble encore plus. Mais est-ce que tu l'aimais sincèrement? Je pense que... Enfin, je l'ai aimé, mais j'avais de l'affection, voilà.
J'avais de l'affection. Et ce trouble, il vous gâchait la vie de couple? Oui, on était colocataires. Parce que on ne dormait pas au même moment, on mangeait pas au même moment, on sortait pas au même moment. Pas de resto? Ah non, pas de resto. Tu vas pas au resto? Non. Parce que tu veux Alors pas qu'on te qu'avant- voie? Bah non, c'est pas ça, c'est que au restaurant, ils mettent du gras partout. Et moi, je veux pas. Seulement quand toi tu le décides? Même pas, j'en mets pas. Sauf pendant tes crises? Sauf pendant mes crises. Ouais. Et petit aparté, je garde une partie de mes crises aussi. Hein. On peut croire qu'on se vide totalement, mais pas du tout. Moi, ça me fait grossir de faire des crises. Alors que quand j'en fais pas, et que je mange mon alimentation très restrictive, je perds du poids. Et on peut me dire « Ah, mais tu manges normalement », parce que je vais manger entrée, plat, dessert, pain. Mais en fait, c'est pas assez. Au niveau de ma morphologie, j'ai un métabolisme qui brûle pas mal. J'ai toujours fait du sport aussi. Donc j'ai une masse musculaire assez importante. Donc pour maintenir ça, mon corps a besoin d'énergie et de calories. Cela dit, on parlait, je sais plus, j'ai perdu le fil. Les restaurants. Oui, les restaurants. J'allais énormément au restaurant avant. Et en fait, il m'a connue avec 20 kilos de plus. On allait tout le temps au restaurant, on sortait tout le temps, on allait en soirée, je buvais de l'alcool. Je sais pas si je peux le dire. Bien sûr, tu peux. Enfin voilà, mais modérément, à consommer avec modération. Voilà, on fait une petite prévention en même temps. Mais j'étais une bonne vivante. J'ai eu cette période, mais je n'acceptais pas mon corps quand même. Je pleurais. Et je me rappelle au confinement, il était là avec moi. Et je pleurais, je me disais, je voyais mon corps encore plus tous les jours. Et c'est pour ça que je suis tombée encore plus dans ce trouble au moment du confinement. Et plein d'autres personnes sont tombées à ce moment-là. Parce qu'on se regardait tous les jours dans le miroir. On n'avait que ça à faire. Tu dis que tu aimerais fonder une famille, que tu aimerais avoir des projets, que tu aimerais devenir maman. Est-ce que tu sais si ton trouble du comportement alimentaire, il peut avoir des conséquences sur l'objectif de devenir maman? Oui, j'ai eu de l'infertilité dans le sens où j'ai perdu mes règles pendant 2 ou 3 ans. D'ailleurs, ça peut créer des dommages à l'ossature. On peut avoir de l'ostéoporose et de l'ostéopénie, donc des problèmes au niveau des os et faire des fractures osseuses de fatigue. Cela dit, si on n'a pas nos règles, on n'a pas notre cycle, donc on n'a pas l'ovulation, etc., qui peut se mettre en place, et donc ça peut empêcher justement la fertilité. Moi, actuellement, j'ai mes règles, et je pourrais devenir maman, normalement, mais le fait de changer de corps et de voir son corps grossir, ça va évidemment m'impacter. Et pour l'instant, ça ne me touche pas parce que je suis célibataire, donc je n'ai pas cette question à me poser, mais ça peut être compliqué de devenir maman, physiologiquement et psychologiquement. Et alors, tu as été enseignante? Oui. J'ai vu ça. Oui. J'ai été choquée quand j'ai vu ça. Parce qu'en plus, tu te filmais parfois en session de cours. On peut regarder un extrait? Ouais, avec plaisir. Il est possible de séquencer l'ADN pour diagnostiquer les maladies génétiques. Mais non, c'est faux. Il n'y a personne qui dit faux. Dans un arbre généalogique, les femmes sont ronds ou carrés? Des ronds, très bien. La rapidité, ça fait gagner des points. Hein. Les caoutchoucs, c'est la vie. C'est malade. Oh bien. Le podium. Même pas dessus. Je vous mets 12. Donc c'est les deux Ilan. Ça fait bizarre de te voir comme ça. Hein. J'adore. Blonde? Alors, blonde déjà, ça te va très bien aussi, mais de te voir comme ça dans cette position assise, d'enseignante, avec une pédagogie particulière, mais qui a dû trouver certainement des adeptes. Oui. J'étais pour la pédagogie s'amuser en apprenant. Je vois ça. Alors, c'était pas tout le temps comme ça. Hein. Je faisais aussi des cours magistraux, des TP, parce que j'étais prof de SVT, biochimie, biologie. Donc, du coup, il y avait des cours qui étaient vraiment très sérieux dans le calme, dans le silence, et des contrôles où c'était pas comme ça. Mais il y avait des moments où, juste avant les vacances, on fait un caout, on fait un quiz, on fait un exposé. Voilà. Régulièrement, j'avais envie de susciter la curiosité, l'intérêt et l'amusement de mes élèves. Et je trouvais que ça participait en fait à avoir un bon climat. Et ben voilà, on s'amusait bien, on avait appris des choses pendant cette séance. Et tu étais déjà sur les réseaux. Tout à fait.
Et ils acceptaient que tu filmes comme ça, enfin ils étaient au courant, ça leur faisait Oui. pas chelou. C'est Non. pas tous les jours qu'on a un prof quand même qui se filme. Je le demandais à chaque fois, je leur demandais est-ce que vous acceptez que je me filme? Ils me disaient oui, oui, oui. Je regardais tout le monde, je disais bien oui. Et j'avais les autorisations parentales aussi de tous les élèves. Mais c'est un truc de fou, c'est une sacrée logistique. Mais il y a beaucoup de profs qui sont sur TikTok. Hein. Oui. C'est très commun. Ah bah j'apprends moi quelque chose. J'apprends quelque Il y a chose. tout un monde. Et donc où après, ça veut dire les qu'ils gens peuvent sont- revoir les cours. Alors, étant donné que je poste le côté ludique et le côté où c'est marrant, c'est pas très intéressant de regarder le cours pour se dire je vais apprendre des choses. Mais après, j'ai fait des vidéos scientifiques un peu plus travaillées. Mais ils peuvent tout à fait regarder et se dire ah oui, je me rappelle de ce bon moment. En fait, la vidéo, c'était plus pour dire on peut travailler en s'amusant. C'était ça le message. Enseignante, ça te manque? Parce que Oui. tu as arrêté pour te reconstruire, pour ta guérison. Ça me manque. Oui, j'ai énormément aimé, mais le problème, c'est que je voulais continuer, mais on m'a refusé, Qui? l'inspecteur, Pourquoi? parce que je suis sur les réseaux sociaux. C'est interdit? Non. Donc? Donc, c'est discriminatoire, parce que j'exposais mes troubles du comportement alimentaire, et c'est ça qui dérangeait. Et je peux comprendre. Donc, j'accepte. Et donc, si je veux rentrer dans l'enseignement, il faut que je passe le concours. Mais actuellement, j'ai un autre travail qui me satisfait très bien. Mais c'est vrai que ça me manque, forcément. J'ai adoré, j'ai eu aucune mauvaise expérience. Alors oui, il y a des fois, j'avais des élèves où c'était des situations compliquées à gérer. Mais je retiens pas ça. Moi, je retiens que le positif. Tu travailles dans la science en ce moment. Oui, Et tu veux pas donner d'indications sur tes réseaux, t'as dit à tes abonnés sur où ça se situe, etc. Mais est-ce qu'ils savent, tes collègues, que tu es sur les réseaux? il y a une collègue qui sait. Les autres Ah. ne savent pas. Mais ça commence toujours comme ça. Hein. Mais il y a la collègue qui sait, qui a vu l'interview avec le docteur Jean-Michel Cohen sur un autre média. Et je lui ai dit de ne pas le dire. Donc normalement, elle ne l'a pas dit. Donc normalement, ils ne sont pas au courant. Mais peut-être qu'ils vont l'être. Peut-être qu'ils vont l'être un jour. T'es prête à ça? Non. Mais en même temps, tu t'exposes. Oui. Bah en fait, oui, je suis prête. Oui, 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 oui. C'est pas interdit, hein. Tiens, et en lien avec le travail, je voulais te faire réagir à cette déclaration que tu as faite. Tu as dit, c'est pas demain la veille que je serai reconnu comme travailleur handicapé. Ouais, parce que ça prend du temps, les dossiers. Moi, j'aimerais être reconnue comme travailleur handicapé pour avoir, ne serait-ce que peut-être 1 heure le mercredi de la matinée pour dormir un peu plus, parce que ça impacte mon sommeil, ma maladie. Donc, je demande juste ça. Par exemple, avoir la possibilité de venir plus tard au travail. Je ne sais pas quels aménagements je peux avoir encore, mais c'est vrai que ça prend plusieurs mois, des dizaines de mois, avant d'avoir un dossier accepté et des droits. Merci Manon pour cette interview. Merci Ombou. On te retrouve sur les réseaux sociaux. Ton compte Instagram, c'est Miss Bou. Ton compte TikTok, c'est Ombou. Et ton compte Snap, c'est Ombou. Super. J'ai tout dit? Oui. Bon, c'est parfait. C'est parfait. Merci pour cet échange. Merci de m'avoir permis à ma communauté et moi-même d'en apprendre un petit peu plus sur cette maladie que sont les troubles du comportement alimentaire, méconnus quand même pour beaucoup, même si c'est un terme qu'on entend beaucoup, que ce soit dans les médias, dans la presse écrite ou même sur les réseaux sociaux. Et merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve prochainement avec une nouvelle personnalité des réseaux, toujours avec des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Bye bye.